podcast. Que se passe-t-il entre la France et l'Algérie ? C'est simple, depuis quelques semaines, on a l'impression que les relations ne cessent de se dégrader. Oui, car la liste des sujets de tension s'allonge. Le débat régulier sur l'expulsion des ressortissants algériens sous OQTF. L'arrestation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. L'arrestation en France d'influenceurs algériens. L'épineux cas du Sahara occidental. La polémique autour de la dénonciation ou non des accords de 1968. Mais où vont les relations diplomatiques entre nos deux pays ? Est-ce que le torchon brûle entre la France et l'Algérie ? On en parle avec vous, Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire algérienne et des relations franco-algériennes. Merci beaucoup d'être avec nous. Benjamin Stora, est-ce qu'on n'est pas loin du point de rupture entre Paris et Alger ? La crise n'a jamais été aussi aiguë ? Effectivement, la crise n'a jamais été aussi profonde entre l'Algérie et la France depuis l'indépendance de l'Algérie. Il y avait eu déjà par le passé des choses, non pas similaires, mais disons des contentieux. Mais à chaque fois, on avait réussi à surmonter. La crise, dans le fond, a éclaté au moment de la prise de position française sur le Sahara occidental. Et donc le voyage d'Emmanuel Macron à Rabat et son discours où il a expliqué que le Sahara occidental devait être sous souveraineté marocaine. Oui, et on va développer tout ça parce que c'est effectivement un des points d'accroche très importants. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve, Benjamin Stora, juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, mais pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Les relations franco-algériennes, ça fait un moment qu'elles sont en dents de scie. Retour en 1962. Cette année-là, au terme d'une guerre sanglante, l'Algérie prend son indépendance. Les accords d'Évian de mars 62 actent le cessez-le-feu. On écoute le général de Gaulle. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Oui, alors, la coopération étroite, ça ne sera pas pour tout de suite. Et oui, après la guerre, après les crimes et après 132 ans de colonisation, on peut le comprendre, les relations ne sont pas si simples. Néanmoins, Français et Algériens continuent de circuler entre les deux pays. D'autant que dans les années 60, la France est dans ses 30 glorieuses. Elle a besoin de main-d'œuvre, justement, pour favoriser l'immigration économique. Des accords sont passés, les fameux accords de 1968. Et après, il faut attendre quelques années pour que ça se réchauffe. Il y a d'abord la visite officielle en France du ministre des Affaires étrangères algérien, Abdelaziz Bouteflika, en 1973, une première depuis l'indépendance. Monsieur le ministre, est-ce la relance de la coopération ? J'ai cru comprendre que la coopération n'a jamais été ralentie, que les relations ont été toujours bonnes. Elle pourrait devenir excellente avec des perspectives extrêmement ambitieuses d'ailleurs, aussi bien pour la région à laquelle nous appartenons que pour la France et l'Europe. Puis il y a, en 1975, la visite du président Valéry Giscard d'Estaing à Alger. La France historique salue l'Algérie indépendante. En 1981, c'est son successeur François Mitterrand qui veut lui aussi arrondir les angles. La France et l'Algérie sont capables de surmonter et d'assumer les déchirements du passé. Il y a déjà bien longtemps que ces choses auraient dû être dites. En 1983, c'est cette fois le président algérien Chadli Benjedid qui est en visite en France. Encore une première
depuis l'indépendance, remontée des Champs-Élysées en grande pompe, dépose d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, la réconciliation semble enfin scellée. Sauf que non. Car les années 90 vont réserver au couple franco-algérien des temps plus sombres. À cette époque, c'est la guerre civile en Algérie. Le gouvernement en place se bat contre différents groupes islamistes, notamment le GIA, le groupe islamique armé, et le conflit va s'exporter sur le sol français. Décembre 94, prise d'otage d'un avion Air France entre Alger et Paris. Juillet 95, explosion d'une bombe dans le RER B à la station Saint-Michel en plein Paris. Mars 96, cette fois c'est un monastère qui abrite des moines français en Algérie qui est visé. Depuis le 18 avril, on était sans nouvelles des 7 moines français. Nous avons tranché la gorge des 7 moines, affirme le communiqué. Et les relations franco-algériennes vont se tendre encore quand la France émet des doutes sur l'élection à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika en 1999, qui ne manque pas de répliquer. Cette forme de tutelle, cette forme de protectorat, cette forme de souveraineté limitée est absolument inacceptable avec moi. Alors, à partir de 2000, le président Jacques Chirac essaye de recoller les morceaux, en invitant par exemple le président Bouteflika à Paris. À visite exceptionnelle, dispositif protocolaire exceptionnel. Pour recevoir Abdelaziz Bouteflika, Jacques Chirac n'a pas lésiné sur l'apparat. Tapis rouge de 234 mètres de long déroulé au pavillon d'honneur d'Orly. Garde républicaine et les 3 corps d'armée au garde à vous. Ce qui se joue maintenant, c'est la reconnaissance officielle par la France de la guerre d'Algérie et notamment les tortures pratiquées par les militaires français. Une demande des Algériens longtemps laissée lettre morte. En 2003, le président Chirac ouvre la voie. Nos deux nations cicatrisent les blessures du passé. Elles en assument la mémoire. Une ère nouvelle s'ouvre. Sous Nicolas Sarkozy, les relations s'assombrissent de nouveau. Lui refuse toute repentance, mais en 2012, François Hollande franchit le pas. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. C'est la première fois qu'un président français reconnaît la torture. Et Emmanuel Macron va même plus loin, en 2017. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Pourtant, quelques années plus tard, en octobre 2021 cette fois, un nouvel épisode de tension entre Paris et Alger. L'Algérie rappelle pour consultation, je cite, son ambassadeur en France. La décision intervient après l'annonce d'une réduction drastique des visas français accordés aux Algériens. Cette année-là, la France décide de réduire de moitié les visas accordés aux Algériens. Une baisse pour contraindre l'Algérie à délivrer des laissez-passer consulaires, ces fameux documents qui permettent à la France d'expulser de son territoire les ressortissants algériens sous OQTF. La France reproche à l'Algérie de ne pas jouer le jeu en matière de lutte contre l'immigration clandestine, de quoi crisper encore et encore les relations. Et depuis, le climat semble toujours aussi instable et même exécrable depuis quelques mois. Mais pourquoi ? Pourquoi ces relations diplomatiques en dents de scie ? Quel est le problème entre la France et l'Algérie ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Benjamin Stora. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre. J'imagine qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. Vous connaissez cette histoire bien mieux que moi. Voilà, l'idée, c'était de mettre un petit peu de contexte. Oui, effectivement, il y a des séquences tout à fait importantes. Il y a également d'autres épisodes, disons, qui ont jalonné cette histoire, notamment le fait qu'un traité d'amitié devait être signé entre la France et l'Algérie en 2003-2004, avec la visite de Jacques Chirac à Alger, qui avait été une visite extrêmement chaleureuse et triomphale, entre guillemets, mais qui s'est malheureusement arrêtée
par l'adoption par l'Assemblée nationale française d'un texte visant à expliquer que la colonisation, dans le fond, avait été positive pour les Algériens, ce qui n'a pas été bien sûr bien reçu en Alger. Et donc, il y a eu à nouveau, disons, cette interruption. Et puis, des reprises graduelles, ponctuelles, tout au long de ces années. Vous l'avez très bien mentionné avec le discours de François Hollande. Il y avait eu aussi un discours intéressant et important de Nicolas Sarkozy à Constantine, où il avait, en 2008, condamné disons, la colonisation, qui est passé inaperçu. Mais il est vrai que le réchauffement tant espéré a eu lieu véritablement au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron et lorsqu'il a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de préconisations que je lui avais suggérées. Il y a ces questions mémorielles qui empoisonnent les relations bilatérales depuis la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Ces questions mémorielles que vous avez explorées dans votre rapport commandé par Emmanuel Macron et publié en 2021. Et puis, il y a les récents événements, on les citait en introduction, qui ont aussi mis le feu aux poudres. On va faire dans le désordre. On peut commencer peut-être par l'arrestation et la mise en prison de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par les autorités algérienne. Qu'est-ce qui lui a reproché à Boualem Sansal ? Alors, le motif officiel de cette arrestation, c'est le fait qu'il avait porté atteinte à l'intégrité de l'unité nationale. Dans une déclaration qu'il avait faite, il avait remis en cause la question des frontières. Vous savez que la France est arrivée en Algérie en 1830, donc il y a 200 ans. La France a tracé des frontières qui appartiennent à l'Algérie depuis 200 ans. Et l'Algérie est très attachée à ce principe d'intangibilité des frontières. Donc toute remise en question des frontières, évidemment, disons, provoque inévitablement des crispations, voire même des crises diplomatiques. Et ça a été l'un des motifs d'arrestation de Boualem Sansal. Et cette arrestation de Boualem Sansal, elle intervient alors que, vous le disiez, les relations entre Paris et Alger sont tendues depuis que la France a pris le parti du Maroc concernant le Sahara occidental. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être rapidement l'affaire du Sahara occidental ? C'est une affaire assez complexe parce que ce qu'on appelle le Sahara occidental était en fait occupé par l'Espagne. C'était une colonie espagnole et l'Espagne a décidé de se retirer de cette partie saharienne. Et à cette occasion, les Marocains ont estimé, en fonction d'une histoire longue, que cette partie-là du Sahara leur appartenait. Oui, elle est au sud du Maroc, effectivement, cette partie-là. Et ils ont organisé donc une marche verte en 1976. Mais des populations sahraouies qui occupent ce territoire, pour partie d'entre elles, ont estimé qu'elles pouvaient essayer d'accéder à une indépendance. Et donc, on est entré dans un conflit, en fait, où des mouvements de type indépendantiste prônant la décolonisation, en fait, l'autodétermination, c'est-à-dire le Polisario, soutenu par l'Algérie, et une guerre, disons, s'est installée entre, d'un côté, disons, le Maroc qui revendiquait donc cette partie du Sahara, et d'autre part, les indépendantistes du Front Polisario qui n'ont cessé de réclamer le référendum d'autodétermination. Donc voilà, on était dans cette situation où la France a essayé d'avoir une position depuis maintenant 40 ans d'équilibre entre ces deux grands pays que sont le Maroc et l'Algérie. Mais Emmanuel Macron, à l'été 2024, a décidé, disons, d'adopter une position beaucoup plus nette, c'est-à-dire celle de la souveraineté marocaine, je reprends ces mots, sur cette partie du Sahara occidental, ce qui a provoqué la colère d'Alger et la glaciation des relations diplomatiques entre les deux pays. Autre arrestation qui ont fait du bruit ces dernières semaines, celle d'influenceurs algériens installés en France par les autorités françaises. On leur reproche des propos haineux sur les réseaux sociaux, notamment des appels au meurtre d'opposants au régime algérien ou des propos haineux contre la communauté juive et la société française. Les autorités françaises ont émis les OQTF pour expulser ces ressortissants. Et on en arrive bien sûr à l'épineux sujet des OQTF, des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire. Des OQTF que la France a parfois bien du mal à faire appliquer car l'Algérie n'est pas toujours coopérative. Est-ce qu'on peut expliquer ça en quelques mots ? La question du retour ou de l'expulsion, disons, des ressortissants étrangers est une vieille question. Elle ne se pose pas seulement pour l'Algérie, elle se pose aussi pour le Maroc, pour la Tunisie et pour tous les pays d'Afrique.
Il y a toujours eu des difficultés à établir ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire le fait que les pays qui sont censés accueillir ces personnes délivrent des laissez-passer. Bon, donc le taux, disons, de ces laissez-passer était relativement faible. Passe, encore une fois, j'insiste, pas simplement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble des pays du Maghreb. C'est vrai. 3000 laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie en 2024, donc c'est-à-dire 3000 autorisations pour récupérer des ressortissants algériens sur leur territoire. En tout cas, cette polémique, vous l'avez dit, de l'exécution des OQTF, elle est régulièrement de retour dans l'actu. Dernier événement en date à ce sujet, l'attentat au couteau survenu à Mulhouse le 22 février dernier qui a causé 1 mort et 7 blessés. L'auteur est un ressortissant algérien arrivé illégalement en France en 2014, connu des services de police pour des faits en lien avec le terrorisme. Il était sous OQTF. L'Algérie avait refusé 14 fois de le reprendre sur son territoire. Forcément, effectivement, ça interroge. Pourquoi est-ce que l'Algérie refuse de reprendre sur son territoire ses ressortissants ? Mais elle refuse pas simplement ce ressortissant-là plutôt que d'autres. Ça fait partie d'une crise d'ensemble, tout simplement. Et qui ne peut se résoudre que par un règlement d'ensemble sur le plan diplomatique et qui touche tous les aspects des relations entre la France et l'Algérie. L'aspect économique, bien sûr, mais aussi des aspects mémoriels. Et c'est pour ça que ce sont des questions difficiles. J'aimerais qu'on écoute une archive d'Emmanuel Macron. C'était en octobre 2022. On a durci le dialogue avec les pays d'origine. Vraiment ? Vous avez beaucoup entendu parler de cette crise, de cette tension qu'on a eue avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. On leur a dit, si vous ne reprenez pas les gens à qui on demande de quitter le territoire, eh bien, on va restreindre les visas. Le levier de négociation que choisit à l'époque le président de la République, c'est la baisse des visas français délivrés aux ressortissants algériens. Et on l'a entendu dans le récit documentaire, ça avait fortement crispé les autorités algériennes qui avaient rappelé leur ambassadeur. Avec l'Algérie, est-ce que le rapport de force marche ou pas du tout ? Effectivement, un des moyens de pression utilisés par la France peut être effectivement la délivrance des visas. Alors cette question des visas est extrêmement importante parce qu'il existe, pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, une communauté maghrébine en France extrêmement importante. Il y a près de 1 à 2 millions d'Algériens qui vivent en France, 1 million officiellement d'étrangers, mais 1 million de franco-algériens. Et par conséquent, il y a un espace mixte de circulation entre les deux pays qui est considérable. Parce que tout le monde a de la famille d'une rive à l'autre de la Méditerranée, c'est des millions de personnes. Donc si vous décidez de durcir des visas, ça veut dire que ça va être très difficile quand on habite en Algérie, au Maroc et en Tunisie, à venir voir sa mère, son père, son frère, ses parents. Et inversement, lorsqu'on habite en France, on va avoir du mal à dire « je vais quitter la France pour aller en Algérie ou au Maroc parce que je vais avoir peur de ne pas avoir de visa pour revenir occuper mon travail, pour venir retrouver ma famille, retrouver ma femme et mes enfants, etc. » Donc vous imaginez maintenant ce que ça représente, cette question des visas. Il y a un côté presque affectif sur cette question qui est très très importante et qui touche pas simplement l'Algérie, qui touche l'ensemble des pays à la fois du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Au sujet justement des visas, de permettre cette circulation, faciliter cette circulation entre la France et l'Algérie, il y a les accords de 1968 dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Une partie de la classe politique française, notamment la droite et l'extrême droite, demande la dénonciation de ces accords de 1968, c'est-à-dire de les supprimer. Déjà, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui permettent aujourd'hui ces accords de 1968 ? Les accords de 68, elles avaient été décidés par le général de Gaulle pour essayer de réguler le flux migratoire qui existait entre l'Algérie et la France depuis l'indépendance de l'Algérie en 62. Dans la mesure où, depuis 62, il y a énormément de gens qui sont partis d'Algérie et qui sont venus s'installer en France. Alors, il y avait bien sûr les Européens, les pieds noirs, en fait, mais avec eux également les harkis, leurs familles, mais également les travailleurs immigrés algériens en France, puisque nous ne l'oublions pas, dans ces fameuses années 60, ce sont les 30 Glorieuses, une période d'expansion économique. Donc, il y a eu, par conséquent, un déplacement considérable de population entre l'Algérie et la France, de sorte que le général de Gaulle a décidé de réguler ce flux. Donc, c'est une mesure, en fait, de régulation, voire de restriction,
Mais par rapport aux travailleurs algériens qui n'étaient pas français, en compensation, eh bien, il leur avait été accordé d'avoir ce qu'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité de faire venir sa famille en France, puis aussi la carte de résidence plus facilement obtenue, une carte de résidence de 10 ans, une forme de compensation dans une situation de régulation des flux migratoires. Mais c'est devenu un enjeu progressivement idéologique et politique. Séparé, disons, des enjeux économiques de l'époque, sans contextualisation historique, c'est devenu un enjeu de politique intérieure, disons-le clairement, dans la politique franco-française. Bon, on comprend, l'ardoise est chargée du côté des deux pays, mais alors, la question est peut-être un peu candide. L'Algérie et la France ont intérêt à ce que leurs relations diplomatiques s'apaisent, non ? Tout à fait, parce que il y a des intérêts à la fois économiques, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elles sont importantes. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui existent en Algérie. 13% de notre gaz consommé, par exemple, en France, vient d'Algérie ? Tout à fait, absolument. Donc, nous savons maintenant toute l'importance qu'a la production de gaz, notamment à la faveur du conflit en Ukraine avec la Russie. Donc il y a les intérêts économiques, bien sûr. Les intérêts humains, c'est-à-dire que j'évoquais la question de cette communauté algérienne très importante en France. 3 millions de ressortissants français ont un lien avec l'Algérie. Indépendamment des Algériens, il y a aussi des gens qui ont un lien avec l'Algérie, un lien affectif, un lien de mémoire. On a avec aucun autre pays colonisé un tel lien. Aucun. Aucune colonie n'a connu ce qu'a connu l'Algérie, c'est-à-dire 1 siècle et demi de présence française, qui étaient des départements français, partie intégrante de la France. Ce n'était pas du tout le cas du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal ou de l'Indochine, et qui était géré par le ministère de l'Intérieur. Et donc, la France et l'Algérie ont intérêt à chaque fois à essayer, selon moi, d'aplanir ces difficultés qui sont somme toute classiques, normales, évidentes, compte tenu de cette histoire très, très particulière. Et on va y revenir de ces perspectives pour peut-être arranger les relations durablement dans les prochains mois. Il y a une polémique récemment en France. Le journaliste Jean-Michel Apathy a comparé les horreurs faites par les militaires français au massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça lui a été beaucoup reproché. RTL, la radio sur laquelle il a eu ses propos polémiques, a décidé de le retirer temporairement de l'antenne. Il a finalement claqué la porte de la station. Elle est symptomatique en France, cette polémique, Benjamin Stora ? Oui, c'est très significatif. Bien sûr, je pense que la comparaison avec Oradour, naturellement, les historiens sont très méfiants sur ce type d'anachronisme. La spécificité du nazisme doit être étudiée en tant que telle et prise en tant que telle, c'est évident. Mais je pense que Jean-Michel Apathy avait utilisé cette référence historique pour mieux parler à l'imaginaire français qui connaît Oradour. Et cet imaginaire français qui ne connaît pas l'histoire de la conquête coloniale, qui s'est déroulée pratiquement entre 1830 jusqu'à la fin du 19e siècle. Or, il y a eu des atrocités coloniales, c'est évident. Des villes ont été rayées de la carte. La ville de Larouat, dans le sud algérien, il y a eu 2500 morts. Tous les dirigeants de cette ville ont été décapités. Je pourrais prendre plusieurs exemples, mais un dernier exemple en date, les enfumades du Dahra, c'est une région d'Algérie où 1200 personnes avaient été mises dans une grotte et disons, la grotte avait été fermée, ils avaient été littéralement emmurés et ils sont morts. Ce sont des pages d'histoire française qu'on ne connaît pas. Vous savez, on a mis beaucoup de temps en France à déjà enseigner l'histoire de la fin de la colonisation, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on a commencé par la fin, mais on n'a pas enseigné le début. De sorte qu'on ne comprenait pas tellement la violence de la fin. On disait, mais pourquoi toute cette violence de la guerre d'Algérie ? Pourquoi, disons, ce fanatisme, entre guillemets, etc. Mais il fallait remonter un siècle avant. Et un siècle avant, il y avait eu effectivement des massacres absolument épouvantables et qui sont très très bien documentés par les historiens depuis fort longtemps. Donc cette polémique, finalement, elle permet aussi peut-être de lever le voile sur une histoire méconnue et de sensibiliser peut-être la population française. C'est un enjeu d'apaisement aussi des relations à terme. C'est toujours très difficile quand on lève le voile et qu'on découvre des atrocités. Il y a un risque effectivement de raviver les plaies, de dire mais dans le fond, est-ce qu'on a intérêt à revenir sur cette vieille histoire ? Mais en fait, on ne peut pas avoir des relations apaisées avec des sociétés si on ne tient pas compte de leur propre histoire, de l'histoire des autres. C'est pas possible. Parce que les autres sociétés ont une histoire.
La France a une histoire, mais les autres sociétés aussi ont des histoires. Et des histoires qui sont des histoires glorieuses, des histoires difficiles, des histoires sombres. Donc la France, elle a une histoire lumineuse, qui est celle de la Révolution française, qui est celle des Lumières, qui est celle de l'égalité, qui est celle de la République. Mais derrière cette façade lumineuse, il y avait aussi des pages extraordinairement sombres. Et dans le fond, il faut effectivement, je crois, rentrer dans toutes les pages d'histoire. Il y a un risque d'escalade dans les tensions entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Où est-ce que ça peut aller ? On a l'impression qu'on est un peu dans une impasse. Très franchement, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer maintenant. Tout dépendra des initiatives qui seront prises par les chefs d'État. Tout dépend de ce qui va se passer au niveau des visas. Tout dépend de ce qui va se passer aussi, vous savez, au niveau de la politique internationale. On est aujourd'hui dans un moment de basculement de la politique internationale. Des nouvelles alliances sont en train de se nouer. Tout change à une vitesse absolument extraordinaire. Jusqu'à présent, l'Algérie, par exemple, était un partenaire privilégié, ce n'est pas un secret de le dire, de la Russie. Et puis voilà que la semaine dernière, on apprend que l'Algérie a décidé de nouer un partenariat stratégique avec les États-Unis, avec Donald Trump. Donc vous voyez que ça va très vite, que les relations, les accords se nouent et se dénouent à une vitesse vertigineuse. Donc moi, je serais pour l'instant et aujourd'hui incapable de vous donner des perspectives d'avenir. J'aimerais vous partager une dernière archive, une interview d'un architecte et urbaniste algérois, Halim Faïdi. C'était au micro de France Culture en 2021. L'Algérie et la France partagent beaucoup plus que la France avec aucun autre pays, y compris européen. Vous imaginez ce que c'est que la passerelle de la langue ? Pour moi, la moitié du chemin est faite. Moi, je pense qu'il faut attendre qu'une génération parte. Et puis, il y a une nouvelle génération, pour peu qu'elle n'eût pas été formatée incorrectement. Moi, je crois que le monde est en train de se rétrécir. Et puis, très, très vite, vous allez voir comment est-ce que l'Algérie et la France seront obligés de marcher la main dans la main, être solidaires face à, on va dire, des trusts beaucoup plus gros. Solidaire face à des trusts beaucoup plus gros. Évidemment, l'image résonne dans le contexte géopolitique actuel. Vous en pensez quoi, Benjamin Stora ? Non, je pense que c'est très optimiste comme façon de voir. Mais vous savez, l'histoire, elle ne s'efface pas. Elle se transmet de toute manière. Et on ne peut pas l'effacer. Il faut l'affronter. Donc évidemment, dans les passages de génération, des choses ont tendance à s'atténuer, bien entendu. Mais l'histoire ne s'efface pas. Elle se transmet et elle fabrique des identités. Ces identités, elles peuvent être soit apaisées, soit meurtrières. C'est à nous de décider aujourd'hui de quel type de fabrication d'identité nous voulons. Celle de l'apaisement, celle de la connaissance des autres, celle du vivre ensemble, un vieux mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, ou au contraire, le rejet, la stigmatisation, la haine de l'autre en permanence. On est placé aujourd'hui à un carrefour de cette histoire et il faut qu'on en prenne véritablement la mesure. Ce qui se passe avec l'Algérie est très symptomatique, malheureusement, des relations qui risquent, disons, de se dégrader avec d'autres pays dans un avenir très proche. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afrique. Donc il faut que la France retrouve une voie dans le monde aujourd'hui et elle ne pourra le retrouver que si elle assume pleinement son histoire. L'avenir des relations franco-algériennes en jeu. On a maintenant les clés. Vous avez les clés, amis auditeurs, j'espère, pour mieux comprendre ce qui se joue derrière. Grâce à vous, Benjamin Stora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie et des relations franco-algériennes. Je cite vos derniers ouvrages, parmi tant d'autres. L'Algérie en guerre, publié aux éditions de l'Archipel. Et Les Algériens en France, une histoire de génération. C'est une BD publiée aux éditions La Découverte. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.